Lettre 20 de Barthélemy, de l'amour platonique. Il atteindra le terme suprême de l'amour, et soudain, il verra une certaine beauté qui par nature est merveilleuse, celle-là même, Socrate, qui était le but de tous ses efforts jusque-là, une beauté qui est éternelle. Parole de Platon, le banquet. Dans la grande bibliothèque où je m'étais perdu, la lumière tamisée éclairait un miroir égaré dans un coin, entre deux gros volumes d'esthétique d'une édition ancienne encore écrite en latin, avec leur reliure en cuir. La surface polie du miroir réfléchissait péniblement la lumière en la renvoyant telle une image paradoxale contre le mur qui me faisait face. Déjà la fatigue m'envahissait doucement. Lorsque mes yeux mi-clos regardaient vers le mur, des ombres apparurent, fugaces puis plus insistantes. Peut-être était-ce l'ombre d'Elienzis et de son guide. Elles s'animaient telles des formes fragiles, pâles reflets de l'autre monde où mon esprit voyageur errait. J'étais désespérément seul, tout seul avec moi-même et avec cette somme de savoir qui m'entourait. Pourtant j'aurais aimé qu'il soit là, à mes côtés. J'aurais apprécié sentir son contact, son souffle, l'air se réchauffer de sa simple présence. Mais cet être dont je suivais pas à pas les déambulations n'était que le fruit de mon imagination. Un souhait, un vœu, un fantasme. Un idéal certainement. Néanmoins, il me paraissait si réel, la confusion était à son comble. Devant le miroir, je ne voyais que moi. Il ne devait y avoir que moi. Et pourtant, mon image s'effaçait lentement et la sienne émergeait de cette surface froide et lisse. Il se tenait là, de l'autre côté de la vitre glacée, exactement en face de moi, en lieu et place de ma propre image. Je ne l'inventais pas. Il était non pas réalité, mais virtualité. Je pouvais voir de mes yeux Elienzis, dont je me sentais si proche et qui semblait cependant venir d'une lointaine contrée, avec ses allures de jeune prince oriental. Tout en lui était beau. Ce n'était pas seulement son aspect physique, la perfection d'un corps idéal qui se laisse deviner dans le trouble du clair-obscur. Ce n'était pas uniquement non plus l'harmonie des traits de son visage, ni la profondeur de son regard. Il émanait de son image, confusément, une sensualité dont je ne savais que faire. Je n'avais jamais rêvé d'un homme de cette manière. Jamais je n'avais éprouvé quelque chose de semblable. C'était inimaginable, et voilà que je ressentais un désir pour cet être sans consistance. Elienzis, mon idéal. Elienzis, mon fantasme. Elienzis était désirable. Cette idée m'effraya tellement qu'à cet instant, je ne pensais plus qu'à une chose, fuir. Je me rassis donc, rassemblant mes pensées, qui déjà recommençaient à prendre possession de moi pour s'étaler sur les livres, investir leurs pages, tenter de m'apaiser, de m'apporter des explications. Était-ce en lien avec le discours d'Apollonios? Comment comprendre cette attirance? Après tout, le parcours d'Elienzis n'est-il pas d'ordre philosophique et spirituel? N'est-ce pas de cette manière qu'il s'agit de comprendre son apparition? L'amour des garçons, tel qu'il est représenté dans le banquet de Platon, a fait la réputation de la Grèce antique. Néanmoins, nous aurions tort de nous représenter les mœurs grecques sous l'angle de cette seule coutume. Ceux qui y rechercheraient un idéal de liberté amoureuse seraient très déçus par la réalité prosaïque des faits.
il n'était pas du tout question de paradis gay. Il s'agissait surtout de pédérastie, au sens étymologique strict du terme. Comme le remarquait Xénophon, la pédérastie fait partie, en quelque façon, de la pédagogie entre l'homme mûr et le garçon pubère. Ce que les hommes libres de l'Athènes classique louaient n'était pas l'homosexualité au sens actuel, mais cette relation initiatique entre adultes et adolescents. Rien n'était plus désapprouvé que l'effémination volontaire. Cela ne signifiait pas pour autant que l'homosexualité n'existait pas ou était condamnée. Des comportements ou des relations aujourd'hui qualifiées d'homosexuels étaient tolérés durant toute l'Antiquité grecque, du moment que, pour l'homme libre, l'honneur et la virilité fussent saufs. Pourtant, se limiter à cette interprétation ne serait pas suffisant. N'y a-t-il pas une raison plus profonde pour promouvoir le désir pédéraste ou homosexuel au rang d'initiation spirituelle? Après tout, pourquoi, dans le banquet, la grande prêtresse d'Apollon, Diotime, le présente-t-elle lui et pas un autre? Peut-être, pour apporter quelques éléments à notre réflexion, nous faut-il voir ce qui se passe dans d'autres cultures? Il n'est pas rare d'entendre ou de lire que, dans la grande diversité des civilisations, beaucoup de personnes marquées par une ambiguïté sexuelle sont réputées avoir fourni un grand nombre de chamans, de magiciens, de prêtres, de moines errants, d'initiés, de vierges sacrées, de prêtresses ou d'artistes créateurs. Est-ce à dire qu'il existe un lien entre l'homosexualité et une certaine sensibilité? Évidemment, ce serait entrer là dans des clichés et des débats oiseux. Mais il est intéressant de souligner que les élites grecques ne furent pas les seules à le penser, ou du moins à l'imaginer. Très loin de là, en Amérique, il arrivait que les chamans amérindiens se travestissent en femmes et se marient même avec un homme. Les Mohaves de l'Arizona appelaient ces hommes Aliha et les femmes Juana. L'homosexualité rappelait aux hommes et aux femmes ordinaires leur propre origine, l'indétermination première du genre humain, androgyne, à la fois homme et femme, sans division. Cette situation rendait le ou la chamane tout à fait particulier. Réunissant à la fois le masculin et le féminin, il devenait un être intermédiaire entre le monde humain et celui des esprits. Pour eux, il y avait un lien entre l'identité de genre, l'orientation sexuelle et la vocation chamanique. Certes, il n'était pas du tout facile de l'assumer. Involontaire, par nature, elle ne se faisait pas sans conflit profond. Mais celui qui ne se dérobait pas à sa destinée accédait pleinement à ce statut singulier. Étrange situation, en elle-même inconcevable aujourd'hui, comme s'il était admis, de façon tacite ou explicite, que si les hommes et les femmes marqués par l'ambiguïté sexuelle pouvaient s'exclure de la lignée des générations, ils ne le faisaient que pour retrouver une fécondité d'un tout autre ordre. Tout cela nous amènerait-il à penser que l'homosexualité, au-delà du déni, pouvait être vue comme le terreau fertile d'une sensibilité spirituelle? N'est-ce pas en ce sens qu'il nous faut comprendre le double amour dont parle Pausanias dans le banquet de Platon, en séparant l'amour selon l'Aphrodite, la populaire, et selon l'Aphrodite, la céleste, en précisant que, pour l'Aphrodite populaire, les gens de cette espèce, en premier lieu, n'aiment pas moins les femmes que les jeunes garçons. En second lieu, ils aiment le corps de ceux qu'ils aiment plus que leur âme. Enfin, autant qu'ils le peuvent. Ils recherchent les garçons les moins intelligents, car leurs visées vont uniquement à l'accomplissement de l'acte. Mais ils ne s'inquiètent pas que ce soit ou non de belle façon. C'est qu'aussi, dans ces cas, amour relève de celle des deux déesses qui, de beaucoup, est moins ancienne que l'autre et qui, dans son origine, participe de la femelle et du mâle. Au contraire, celui qui se rattache à l'Aphrodite, la céleste, relève de celle qui, premièrement, ne participe pas de la femelle, mais du mâle seulement, qui, secondement, est la plus vieille, dont la passion n'est point le lot, d'où il résulte que ceux dont l'inspiration provient de cet amour-là se tournent précisément vers le sexe mâle, chérissant le sexe qui naturellement est le plus vigoureux et a davantage d'intelligence. Cet amour, selon Pausanias, est plus que la pédérastie coutumière telle qu'elle existait à l'époque et qu'il dénonce même en souhaitant que l'on interdise d'aimer des enfants, précisant « Ils, les inspirés de l'Aphrodite céleste, n'aiment en effet les jeunes garçons que lorsque ceux-ci ont déjà commencé d'avoir de l'intelligence, ce qui se produit au voisinage du temps où la barbe leur pousse. Preuve, si je ne me trompe,
que chez ceux qui ont attendu ce moment pour les aimer, il y a la volonté de se préparer à passer ensemble leur existence entière dans une complète communauté, et non pas, après avoir dupé celui dont on a pris au piège la naïveté irraisonnée de s'en aller, en se moquant de lui, courir à d'autres amours. Une dernière question subsiste encore. Qui est cette Aphrodite céleste? Pourquoi est-elle associée au mal seulement, ainsi? L'une, sans doute la plus ancienne, qui n'a point de mère et est fille de ciel, Uranos, est celle que nous nommons céleste, uranienne. Mais il y en a une autre, moins ancienne, qui est fille de Zeus et de Dionée, celle-là même que nous appelons populaire. Le mythe présente l'Aphrodite céleste comme la déesse de l'amour, née du membre viril d'Uranos, le ciel, que lui trancha son fils Cronos avant de le rejeter dans l'océan. Zéphyr, le vent de l'ouest, posa délicatement la jeune déesse dans une conque de nacre et l'emmena sur l'île de Chypre. Déesse de la beauté et du désir, sa seule apparition suffit à susciter le coup de foudre. Elle séduit Hermès et lui donnera un enfant, Hermaphrodite. Et de ce fait, par cette union, tout n'est-il pas dit ? Aphrodite, née du ciel, concevant avec Hermès, le psychopompe conduisant les morts dans l'Hadès, le messager des autres mondes, présidant à la fois aux connaissances et aux diverses manières de les transmettre. Hermaphrodite, cela ne nous renvoie-t-il pas au chaman androgyne, à la frontière du masculin céleste et du féminin terrestre? Hermès est aussi le dieu des mystères, celui qui dévoile à l'initié les secrets du monde, comme l'hermaphrodite, androgyne, fait vivre en lui le mystère de la sexualité et d'Éros. C'est selon ce mystère qu'il pourra se tourner vers son principe premier, le père de l'Aphrodite céleste, le ciel, Uranos. Et lorsqu'un homme inspiré de cette déesse aime un autre homme, ce n'est pas seulement le corps qu'il désire, mais au-delà, le principe masculin vers lequel il s'anime. Dans ce parcours symbolique, nous pourrions nous demander ce que peut représenter Uranos. Dans la mythologie grecque, il est au commencement, le premier principe, à partir duquel se déploie la création du monde. En Inde, cette idée d'un premier principe céleste pourrait correspondre au terme sanskrit Purusha, l'homme-univers. La signification de ce concept n'est pas évidente, mais il renvoie à cette idée d'un plan transcendantal, d'un modèle conçu comme l'ensemble des intentions, des archétypes d'après lequel l'univers pourra se former. En soi, il est la lumière, source de toute lumière par rapport au monde. Le Purusha est en quelque sorte l'essence universelle qui donne forme à la matière. Il est préexistant, abstrait, mais reste présent dans tous les aspects de l'univers. Lumineux et sans forme est en vérité cet homme, le Purusha, l'homme cosmique. Il ne naquit jamais. De lui naissent la vie, le mental et tous les sens. La substance ignée est sa tête. Ses yeux sont le soleil et la lune. Ses oreilles sont les points cardinaux. Sa voix, les lois à manifester. Sa vie est l'air. Son cœur, l'univers. La terre est pour ses pieds. Il est, en un mot, l'intime soi de toute créature. Parole du Mundaka Upanishad. Mais cet ensemble des archétypes que représente le Purushé n'est-il pas proche du monde des idées selon Platon, qui se dévoile à travers la beauté du corps masculin, celui de l'homme accompli? D'ailleurs, ce principe d'homme primordial, contenant en lui toutes les potentialités de l'univers, se retrouve dans maintes traditions. En Égypte, d'abord, où tous ses membres et organes sont assimilés au principe archétypique ou nether, trouvant sa manifestation accomplie dans l'image du pharaon, à la fois roi et premier des prêtres et des initiés. Dans la Kabbale hébraïque ensuite, où ce même principe est appelé Adam Kadmon, l'homme divin. En Chine aussi, où l'image du yin et yang attribue au yang, le masculin, la lumière, ce qui relève du principe et du ciel. Aristote reformula la chose autrement lorsqu'il expliquait que, dans la procréation, la semence de l'homme contenait déjà l'enfant à venir qui ne ferait que se nourrir dans le corps féminin, réceptacle intermédiaire. Une idée que l'on sait fausse aujourd'hui d'un point de vue scientifique, mais qui témoigne de cette intuition partagée en son temps. Plus proche de nous, Carl Gustav Jung faisait la différence entre l'anima comme la formation de la psyché masculine, compensant le conscient masculin, et l'animus élément de compensation de l'inconscient féminin, à caractère masculin.
Il précisait que l'animus, chez la femme, est source d'opinion issue d'un ensemble de préjugés inconscients, de convictions solides ou de principes d'allures intouchables, de valeurs infaillibles et éternelles. Ajoutant, l'animus est aussi un être créateur, une matrice, dans le sens qu'il crée quelque chose que l'on pourrait appeler un logos spermatikos, un verbe fécondant. De même que l'homme laisse sourdre son œuvre, telle une créature dans sa totalité, à partir de son monde intérieur féminin, de même le monde intérieur masculin de la femme apporte des germes créateurs qui sont en état de faire fructifier le côté féminin de l'homme. Nous sommes loin de notre propos initial, mais comme nous l'a montré l'enseignement de Diotima à Socrate, nous pouvons mieux comprendre à présent que l'apprivoisement de l'éros par les amours homosexuels ne signifie pas son refoulement inquiet. Il s'agit au contraire à la fois de son acceptation et de sa sublimation. C'est de cette manière qu'Éros, tel que nous le rapporte Platon, peut mener les amants devant la porte du ciel. Mais cette voie était et reste toujours aujourd'hui loin d'être simple, et plus qu'aucune autre, elle ne cessa d'attirer l'inquiétude et l'incompréhension. Dans le banquet, toujours, Pausanias dénonçait la pédérastie commune qui relevait de cette Aphrodite populaire. Il devrait même y avoir une loi interdisant d'aimer des enfants. Dans le contexte pédéraste, il vaudrait mieux comprendre des jeunes adolescents. Sans doute cette loi, les gens de bien se l'imposent d'eux-mêmes, volontairement, à eux-mêmes. Mais, à l'égard de ces amants de l'espèce populaire, c'est sous la forme de la contrainte qu'il faut instituer ce genre de loi. Tout comme nous les contraignons, autant que nous le pouvons, à s'abstenir de faire l'amour avec les femmes de condition libre. En fait, ce sont eux qui sont responsables de ce discrédit, qui va jusqu'à donner à certains l'audace de prétendre que céder aux vœux d'un amant est une vilaine chose. Or, s'ils le prétendent, c'est que leur regard se porte vers ces gens-là, qu'ils ont sous les yeux leur manque de tact et leur iniquité. Et cependant, il n'y a absolument point d'acte, quel qu'il soit, qui, à condition au moins d'être accompli selon l'ordre et la règle, puisse comporter une réprobation légitime. Ce fut pourtant cette suspicion portée sur ces amants de l'Aphrodite populaire qui devait peu à peu cristalliser l'hostilité croissante vis-à-vis des amours homosexuels. Platon lui-même, dans sa dernière œuvre, Les Lois, change complètement d'opinion à ce propos. Il y condamne vivement cet amour populaire ou amour gauche au point de préconiser aux amants le détachement total vis-à-vis du corps. C'est de là qu'est véritablement issue cette idée de amour platonique, ce désir chaste d'une âme pour une autre âme, où il s'agit de se défier de l'impulsion sexuelle en elle-même en la reniant totalement de cet amour selon l'Aphrodite céleste. Maxime de Tyr prétendait ainsi, par exemple, que l'amour de Socrate pour les beaux garçons ne s'adressait qu'à leur âme et jamais à leur corps. L'unité du corps et de l'âme dans le désir était ainsi pour une première fois, de façon significative, dans la pensée hellénique totalement rompue. Les amants étaient censés contempler leur bien-aimé comme des statues qu'ils ne pouvaient toucher,